23 novembre 1944. Ce jour-là, les troupes françaises libèrent Strasbourg. Par la rapidité de sa manœuvre, la 2e division blindée a surpris ses ennemis et même ses propres alliés américains. Mais pour ces hommes qui pénètrent dans la capitale alsacienne, c'est l'aboutissement d'une promesse faite 4 ans auparavant. Le général Leclerc, indéniablement, est ému à Strasbourg. L'obsession de Leclerc, du jeune officier plein d'allant, un peu enthousiaste, quelquefois un peu emporté aussi, c'est Strasbourg. C'est l'homme de Kufra, c'est l'homme du Fezzan. Et la France le sait. Cette histoire est d'abord celle d'une rencontre. L'un est un général en exil condamné à mort par contumace, l'autre est un militaire porté par une foi inébranlable. Nous sommes à Londres, à l'été 1940. Le jeune capitaine Leclerc ne connaît rien du général de Gaulle. Quelques livres de doctrine militaire tout au plus. Et pourtant, il fait immédiatement allégeance au chef de la France libre. En fait, les deux hommes se tiennent en estime rapidement. De Gaulle l'a tout de suite reçu, car Leclerc est le seul officier breveté à cette époque qui a rejoint de Gaulle. Le seul officier breveté de l'armée française. C'est pas rien. Et de ce fait, de Gaulle nommera tout de suite Leclerc au grade de commandant. Leclerc ne connaît pas bien le général de Gaulle. Il n'a pas entendu l'appel du 18 juin. Il apprend à le connaître et à découvrir qu'il a véritablement en face de lui un chef non seulement militaire, qui avait fait ses preuves en 14-18, malgré sa longue captivité, mais un chef politique, qui a une véritable vision pour la France. Quand les deux hommes se font face pour la première fois, de Gaulle a déjà son plan de bataille. Alors le chef sans armée confie au capitaine Leclerc un galon supplémentaire et une mission, mobiliser l'Afrique équatoriale française dans le combat contre l'Allemagne nazie. Le général de Gaulle, dans sa déclaration du 18 juin, avait bien dire que si la France métropolitaine avait bien été anéantie, il restait l'Empire. Et donc il cherchait une base à partir de laquelle il puisse reconquérir progressivement la France. Ces ralliements procèdent de la rapidité, avec une volonté de ne pas combattre, mais de rallier pacifiquement. Et il va rallier la France libre avec 22 piroguiers, et puis au départ, quelques chefs coutumiers camerounais qui se rallieront très rapidement, et bien sûr avec l'appui de quelques officiers français et civils français résidant au Cameroun. Et cette aventure, en fait, se prolonge très rapidement dans les pays voisins, avec ce qu'on appelle les Trois Glorieuses, donc Brazzaville d'une part, et Fort-Lamy, aujourd'hui N'Djamena, d'autre part. Tout juste nommé commandant militaire du Tchad, Leclerc veut offrir ses premières victoires militaires à la Croix de Lorraine. Mais les effectifs sont maigres et l'armement insuffisant. La troupe, elle est constituée de briques et de brocs. Ce sont d'abord des cadres, officiers et sous-officiers européens, et puis ce sont effectivement ce qu'on baptise les tirailleurs sénégalais du Tchad, le régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad. C'est peu d'hommes, et tout compte. Et ça va demeurer jusqu'en 1943 au moins, l'armée des pauvres, suivant la formule de Leclerc lui-même, qui estime qu'il faut faire beaucoup avec peu. Et c'est l'esprit qui préside et insuffler ce souffle fort de la France libre. Relever le glaive. Le désert n'est pas un théâtre d'opération comme un autre. Pour les stratèges, c'est un terrain d'affrontement idéal. Loin des populations civiles, la tactique et la valeur des combattants seuls décident du sort de la bataille. En ce mois de janvier 1941, les Italiens sont les maîtres du Sahara libyen. Leclerc veut les défaire sur leur propre terrain. Un défi insensé. Plus de 1000 km de terrain aride séparent la colonne française de son objectif, Kufra. Une oasis et un fort qui règnent sur le néant du désert. Pourquoi monte-t-il cette opération ? Pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est que Leclerc est un officier de métropole, même s'il a fait ses armes au Maroc comme jeune officier, et autour de lui, il a su choisir, car c'était l'une de ses grandes qualités, il a su choisir parmi ce que l'on peut baptiser les coloniaux, ou les méharistes, ceux qui connaissaient parfaitement le terrain, qui connaissaient la mentalité, les tirailleurs sénégalais, qui venaient de tous les pays d'Empire d'ailleurs. Il a su progressivement gagner leur confiance. Et c'est un défi qu'il leur lance.
Et lorsqu'il lance ce défi d'aller conquérir Koufra, qui est quand même à 1000 km de Faya-Largeau, ce pas des pistes absolument invraisemblables, qui n'existent même pas d'ailleurs, les coloniaux le regardent avec un air un peu désabusé, un peu goguenard, en se disant « va-t-il réussir? Est-il un peu fou ?» Il arrive à les conquérir, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, il faut rapidement donner une victoire militaire à la France libre. Leclerc n'ignore pas que Koufra est bien défendu. Mais il sait aussi qu'arracher cette position à l'Italie porterait un coup sérieux à la domination fasciste en Afrique. Un groupe de reconnaissance atteint l'Oasis le 7 février. Des premiers combats s'engagent, violents. Le rapport de force est inégal. Leclerc a perdu l'avantage de la surprise. Il lui reste l'audace. Il faut évoquer les conditions difficiles climatiques du désert, du sol, qui ne sert pas. Il n'y a pas de piste. Il faut des réserves suffisantes de vivres, d'eau, d'essence. Donc il y a une vingtaine de camions, etc. Des compagnies portées et motorisées, des canons, peu. Le fameux canon de Koufra du lieutenant Sekali et l'audace. Leclerc et ses hommes encerclent le fort. Mais comme une ironie de l'histoire, les Français aussi sont captifs. D'un côté comme de l'autre, les lignes de ravitaillement sont coupées. Loin des regards, des hommes s'affrontent dans un coin de sable. Il fallait agir non pas sur la force, mais sur le moral des Italiens. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a pris un certain nombre de mesures pour faire croire effectivement aux Italiens qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'ils pouvaient être en réalité. Alors le premier stratagème, ça a été effectivement de déplacer l'unique canon de 75 de montagne qui avait été amené et de tirer de 30 à 35 coups chaque jour sur les Italiens en changeant d'emplacement. Ce qui fait que les Italiens, effectivement, étant pris à partie au nord le matin et à l'ouest l'après-midi, ont pu se dire effectivement, nous sommes complètement encerclés par de l'artillerie. Contre tous les usages, Leclerc exige lui-même la reddition aux officiers italiens. La capitulation est signée le jour même. La poussière des combats est retombée sur le fort. Le drapeau français est hissé sur le mât. Mais Leclerc n'aime pas les discours. Après la bataille, il adresse à ses hommes une phrase passée inaperçue. « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » Le serment tel qu'on le décrit maintenant est l'objet d'au moins 7 versions. La version que nous avons adoptée à la Fondation est la version qui a été reprise par le général plusieurs fois, mais elle n'est peut-être pas la version exacte. Il y a des versions qui disent « nous arrêtons », il y a des versions qui disent « la cathédrale de Metz et Strasbourg ». Voilà, il y a plusieurs, mais je pense que l'esprit y était. Dans son bureau à Londres, De Gaulle apprend la victoire le lendemain par télégramme. Immédiatement, le général envoie ce message au vainqueur. Vous venez de prouver à l'ennemi qu'il n'en a pas fini avec l'armée française. Les glorieuses troupes du Tchad sont sur la route de la victoire. Je vous embrasse. C'est une opération importante, Koufra, parce qu'elle donne espoir dans cette nuit noire qu'est la France en partie occupée. Et également parce que, suivant la formule du général de Gaulle, elle a montré à l'ennemi que une armée française continuait de se battre. Alors n'en faisant pas la grande bataille, mais sur le plan du symbole, c'est la première fois que des troupes opposées sont défaites uniquement par des troupes françaises et que le drapeau français reflotte sur un fort qui appartenait aux Italiens. 3 ans plus tard, l'armée des pauvres est devenue une redoutable division blindée. Des soldats de Koufra, il ne reste que quelques survivants qui entrent dans Paris libérés. Mais l'esprit de Leclerc est ailleurs. Le général pense à Strasbourg, sa cathédrale, et aux souvenirs tenaces d'un serment prononcé dans les sables de Libye.